Bonsoir et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver ce soir dans Ça vous regarde. La lutte contre le narcotrafic, c'est l'épreuve du feu pour Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. La proposition de loi facilement adoptée au Sénat ne fait pas l'unanimité à l'Assemblée. En cause, des mesures adaptant l'état de droit. Dossier coffre, boîte noire, régime carcéral d'exception, jusqu'où étendre le pouvoir et les méthodes des enquêteurs, jusqu'où toucher aux libertés. Question de notre grand débat ce soir. Alors je vais commencer avec vous, Grégory Joron, parce que c'est le terrain qui parle d'abord. Le constat, on le connaît, 110 personnes tuées à cause du trafic de drogue l'année dernière, 341 blessés. Les chiffres d'affaires du narcotrafic s'envolent jusqu'à 6 milliards d'euros par an. Il y a des saisies records, certes, de cocaïne, mais ça ne suffit pas. Est-ce que vous diriez, vous, comme policier, vous défendez aussi sur ce plateau les enquêteurs, que vous ne pouvez pas lutter à armes égales face à ce fléau qui s'étend aujourd'hui partout sur le territoire? Oui, oui, clairement. En fait, c'est une guerre asymétrique pour nous. Réellement, on n'a pas les moyens, on est empêché. Souvent, malheureusement, mais on y reviendra sûrement plus tard, on voit bien justement les limites de l'exercice, tant dans la durée que dans le rendu devant la justice, parce qu'on a aussi des nullités qui sont, à mon avis, à discuter. Ça faisait partie aussi. On va en discuter. Empêché par la justice, j'entends empêché. Pas par la justice, par les règles. Les règles, ouais, par la loi. Par qui, par quoi d'autre? Par la difficulté de la procédure pénale, et par finalement ce qu'on est en train de vivre là. J'ai envie de dire, pour une fois, il y avait un peu d'anticipation. Juste, on se reprojette en mai 2024 avec la visite d'une délégation de magistrats mexicains. C'est quand même intéressant, parce que le Mexique, pour le coup, ils peuvent parler un peu de narcotrafic. C'est un narco-État. On n'en est pas au cartel mexicain, on est bien d'accord. Non, mais ce qui est intéressant, c'est justement, on est pour une fois dans l'anticipation. Ils ont peut-être, c'est justement ce que je dis. Et donc, ils ont visité la JUNALCO, donc la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, et ils ont envoyé un message très clair d'alerte, d'alarme, même en disant attention, si aujourd'hui vous ne prenez pas les mesures, quand on regarde ce qui se passe chez vous, malheureusement, dans 10 ans, vous serez quasiment au même état que l'est le Mexique. Donc je pense que, sans dire que comparaison n'est pas raison, attention, le Mexique, c'est 450 000 morts sur les 20 dernières années liées au narcotrafic, on n'en est pas là. Mais les chiffres sont alarmants. Donc il faut ces mesures. Alors je vous propose, on va rentrer dans le détail, puisqu'on va parler des mesures qui fâchent. Je vous pose la question, puis je fais le tour de table. On va commencer par le chiffrement. Entrer dans les boîtes noires des messageries cryptées pour accéder aux correspondances des trafiquants. Grégory Joron, ils sont tous sur Telegram, Messenger, WhatsApp, c'est tous des utilisateurs des messageries cryptées, ça c'est sûr? Évidemment, je veux dire, plus personne aujourd'hui n'utilise la ligne téléphonique normale, c'est une évidence. Donc il faut ces moyens de renseignement pour accéder à ces messageries cryptées. Naïma Moutchou, est-ce qu'il est temps d'obliger ces messageries cryptées, comme WhatsApp, Telegram, de coopérer avec les enquêteurs, de leur permettre d'installer, pour le dire simplement, des mouchards, mais simplement dans le cadre d'enquête pour des super narcotrafiquants bien identifiés? Vous l'avez dit en début d'émission, l'objectif c'est d'être à armes égales. Et effectivement, on ne peut pas dire qu'on sera efficient dans la lutte contre cette criminalité organisée du haut du spectre, comme on l'appelle, parce que l'objectif, c'est pas d'aller chercher les petits dealers. On n'en est plus là. On n'en est plus aux petits deals. On en est vraiment à ce qu'est devenu le narcotrafic, un système organisé. Et évidemment, la réalité qui vient d'être décrite, on la partage tous, c'est que les messageries cryptées sont aujourd'hui l'outil préféré de communication. Et par ces messageries cryptées transitent un certain nombre d'informations qui sont essentielles. Donc il faut les pénétrer dans le cadre d'une instruction judiciaire. Mais bien sûr, il faut s'intéresser à ce sujet. Mais comme pour tous les autres sujets, il faut le faire de manière à conserver un certain nombre d'équilibres. Sur cette mesure-là, on va les prendre une par une. Vous y êtes favorable? J'y suis favorable sur le principe. Je le suis moins dans l'application, comme on l'a aujourd'hui, par les amendements qui ont été proposés, soit en commission des lois. D'ailleurs, il y a eu un consensus de tous les groupes. Elle a été retoquée. Elle a été retoquée par tous les groupes. Ce qui dit bien qu'il y a une problématique. Y compris par le président de la commission des lois à l'Assemblée, qui fait partie de la majorité bloc central. Absolument, en tout cas, mais je ne voudrais pas que le message soit dilué. Nous sommes favorables, sur le principe, à pouvoir donner cet outil-là aux enquêteurs, parce qu'effectivement, sinon, ils sont à moitié aveugles quand ils conduisent leurs enquêtes. Alors, c'est quoi le problème? Parce que le ministre dit il faut arrêter les enquêtes à la grand-papa. Voilà, c'est son expression. Oui, c'est sûr. Donc, il faut nous donner les moyens. Bien sûr, il a raison. D'entrer dans ces messages de pierre et qu'on se bat avec des sabres de bois, effectivement, on n'ira pas très loin. Mais on est obligé de se poser la question des conséquences, de jusqu'où ça va.
Et effectivement, moi je ne suis pas experte du dossier, hein. Je ne suis pas experte du numérique, mais on va y venir consulter des sachants. On a entendu qu'il y avait des failles qui pouvaient être, et notamment utilisées par des cybercriminels. On comprend qu'on va fragiliser tout un système, on comprend qu'on peut pousser des services à quitter la France, que de toute manière les cybercriminels, les trafiquants peuvent demain utiliser d'autres services qui pourraient contourner. Donc ce serait contre-productif. C'est intéressant parce qu'effectivement c'est un sujet, c'est ces mesures au fond qui fait que c'est plus compliqué à l'Assemblée qu'au Sénat. Elles suscitent des inquiétudes au-delà des clivages. C'est transpartisan les inquiétudes. Il faut qu'on trouve un moyen de donner. Alors on va faire un point d'expertise et vous allez nous dire pourquoi vous êtes inquiet et que vous allez voter contre sans doute tout le texte, mais en particulier le chiffrement. Delphine Sabati, pour bien comprendre, aujourd'hui, c'est impossible légalement de demander à ces messageries cryptées d'ouvrir ce qu'on appelle une porte dérobée pour permettre aux enquêteurs d'accéder à des messages, à des échanges ? Déjà, toutes les messageries chiffrées ne sont pas chiffrées de la même façon, avec le même niveau de sécurité. Chiffré, ça veut dire crypté, oui. En gros. Ça veut dire qu'il y a une technique cryptographique, un modèle mathématique est appliqué pour que le message ne soit pas intercepté, ne puisse pas être lu. Il y a différents niveaux de sécurité. Si on prend par exemple la messagerie Telegram, le niveau de sécurité est assez faible, par exemple. Donc on peut s'interroger déjà sur la légitimité de ce texte. Aujourd'hui, la vraie problématique qu'on a typiquement avec un télégramme, et c'est pour ça qu'il y a eu l'arrestation de Pavel Durov, son fondateur à Paris, c'est la coopération de ces messageries avec les services de police. Ça, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Si demain on décide de s'attaquer à la technique du chiffrement, en fait on décide de s'attaquer au principe de préservation de la confidentialité des échanges. Donc c'est la garantie même qui est offerte aux utilisateurs, c'est-à-dire la sécurité totale des messages qui est remise en cause, donc tout le business en fait des messageries cryptées, si je comprends bien. Un business et puis même une sécurité qu'on apporte quand même à l'ensemble de la société, y compris aux forces de l'ordre. Il y a des équipes du RAID qui utilisent aujourd'hui Olvit, qui est la grande messagerie la plus sécurisée que l'on connaisse aujourd'hui en France, vraiment de bout en bout. C'est-à-dire que personne ne connaît rien de ce qui se passe entre les deux interlocuteurs. Oui, mais là, vous prenez des exemples extrêmes. Donc, là, il s'agit dans le cadre d'une instruction judiciaire de permettre au renseignement d'ouvrir cette possibilité sur certaines personnes. Est-ce que ces risques que vous pointez, c'est pas une manière de s'y opposer en prenant au fond le pire? Là, on est quand même dans quelque chose de très encadré. Non ? En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un outil aussi de protection. Aujourd'hui, de protection même on parle beaucoup de la souveraineté de la France, de l'Europe, vis-à-vis d'espionnage, des attaquants. Donc on ouvrirait une faille. Alors voilà, si on décide d'installer des techniques qui permettent d'accéder à ces messages. Il y a plusieurs choses qui sont envisagées dans le texte. Il y a 3 amendements qui envisagent ou des portes dérobées ou des utilisateurs fantômes. On pourrait en fait mettre une 3e personne invisible dans une conversation. C'est ce que propose Bruno Retailleau comme solution. Narcotrafiquants, par exemple. Quoi qu'on fasse, de toute façon, dans ce qui est proposé aujourd'hui, ça crée une faille. Donc on ouvre la porte à quoi? Aux hackers, ceux qui veulent nous déstabiliser. À l'ingérence, carrément. On crée une possibilité d'intrusion, et cette possibilité d'intrusion, elle va se voir, elle va se connaître, elle va se propager. Et donc demain, on peut imaginer que les cybercriminels s'emparent en fait de ces nouveaux outils aussi pour créer leur propre technique de communication. D'accord. Donc il y a beaucoup d'arguments contre ça. Oui, ingérence, vous nous disiez, jusqu'à ça. Je pense que ce qui a, c'est vrai qu'il y a eu une forme d'unanimité dans le débat sur le sujet. Il y a plusieurs éléments qui sont posés. D'abord, pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est un peu technique, c'est en gros comme si on s'envoyait des courriers traditionnels avec des enveloppes, qu'il y avait quelqu'un qui pouvait ouvrir l'enveloppe, faire une photocopie du courrier, et puis qu'on remette le courrier dans l'enveloppe et que l'enveloppe reparte. Déjà, rien que ça, sur le plan des libertés, il y a une question qui est posée. Mais indépendamment de ça, et indépendamment de la question des libertés qui a déjà été évoquée, c'est inefficace, vous l'avez dit, parce que ça introduit des failles de sécurité qui peuvent être exploitées, y compris par des adversaires de la France qui essaieraient de récupérer des messageries, qui essaieraient de récupérer des échanges. Mais surtout, c'est inefficace pour lutter contre le narcotrafic. Il y a eu des dossiers
très intéressants comme EncroChat, SkyECC, qui ont d'ailleurs été décryptés par la gendarmerie nationale et par la police judiciaire. Et on peut saluer le travail de nos gendarmes et de nos policiers sur ce sujet, qui ont montré justement que ce que les narcotrafiquants cherchent, ce que les criminels organisés cherchent, ce sont précisément des messageries cryptées sécurisées pour pouvoir échanger des messages, notamment sur les livraisons qu'ils vont faire, sur parfois des choses plus horribles que ça, c'est-à-dire des actes de torture, des actes de meurtre, commander des meurtres auprès de prestataires, de gens qui vont tuer. On l'a vu récemment avec des jeunes shooters recrutés sur Internet et mineurs. Exactement. Et ça, on a eu accès à tout ça dans les dossiers SkyECC en EncroChat, parce que précisément, on a réussi à décrypter d'un seul coup des centaines de milliers de messages, et que là, d'un seul coup, on a accès à ce que c'est que la criminalité organisée au sens littéral du terme, c'est-à-dire des gens qui se mettent en relation. Et bien précisément, c'est ça qu'il faut faire. Et pour ça, il faut des moyens humains et il faut des moyens techniques. Mais les moyens techniques et humains, ils sont réclamés par la patronne du renseignement. Je me permets de vous renvoyer ça, je vous fais un peu l'avocat du diable dans ce... Voilà, pour être dans le contradictoire, regardez, c'est le JDD, la patronne du renseignement, elle est là pour servir l'État, quel que soit le locataire de l'Élysée. Il faut s'adapter aux évolutions technologiques. Elle parle de cet article de loi là, sur le chiffrement, les boîtes noires sur les messageries cryptées comme d'un besoin vital. Elle dit qu'en matière de renseignement, aucune de ces messageries ne coopère, donc il est temps d'agir. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ça, c'est un autre sujet quand même, le sujet de la coopération. C'est un sujet, là aussi, légal. C'est un sujet, voilà, être capable, que l'Europe soit capable d'être une voix forte, solidaire. Donc on pourrait demander aux messageries, sans passer par ce texte qui vraiment ouvrirait la faille, si je comprends bien, de coopérer. Ça vous conviendrait? Je trouve ça vraiment... D'abord, il y a un consensus quand même au niveau des experts techniques en matière de cybersécurité pour dire que quoi qu'on écrive, quoi qu'on imagine comme système d'affaiblissement ou non direct du chiffrement, si on rentre dans ces communications, ce ne sont plus des communications sécurisées. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire. On crée des backdoors dans tous les cas. Ce qui est intéressant, c'est que là, le politique s'empare de ce sujet. Et quand il y a un consensus comme ça politique, c'est qu'il y a un vrai point. Il y a un consensus technique à l'Assemblée. Oui. Peut-être que ça a cheminé, mais au Sénat, ce n'était pas le cas. Il y a même Clara Chapaz, la ministre du Numérique, qui évoque les difficultés. Après, il y a la question politique, qui là, moi, ne me regarde pas, qui est de savoir comment est-ce qu'on fait pression davantage sur ces plateformes. Grégory Joraud, ça existe en Belgique. Peut-être qu'on est en train d'exagérer. Ça existe déjà, cette possibilité de casser les messageries cryptées, pour le dire vite. Ça se passe comment là-bas? Il n'y a pas de problème de liberté. Parce que, globalement, ils arrivent à faire de belles affaires. D'ailleurs, on a vu dernièrement, je pense qu'ils s'en sont sûrement servis en relation avec la BRI et les BRI françaises. Ils ont fait quand même un gros coup sur une dizaine de braqueurs de haut niveau. Donc, ça semble être assez efficace. Alors moi, je n'ai pas de connaissances techniques, très clairement. J'entends, je comprends quand Madame l'explique et j'avais suivi un peu le débat, évidemment. Après, notre réalité, c'est que je ne sais pas quelle sera la solution, mais tant qu'on n'aura pas ces moyens-là, on sera de toute façon en retard. On mettra des mois de toute façon, malheureusement, à pouvoir identifier des réseaux, les différentes têtes de réseau et les niveaux les niveaux. On se retrouve un petit peu avec les mêmes débats que l'antiterrorisme. On le fait en matière d'antiterrorisme, ça, il faut le dire aussi. Pourquoi on le ferait pas pour je vais vous dire pourquoi on le fait pas, parce que pour l'instant, on n'est pas encore assez au fond de la gamelle et qu'il n'y a pas encore de prise de conscience assez forte pour qu'on dise, tant pis, on va arrêter d'avoir peur de, potentiellement des attaques, etc. Et on va peut-être mettre les moyens, soit politiques, soit techniques, et les assumer d'aller jusqu'au bout. En fait, c'est ça la réalité. Le terrorisme, on a touché la réalité en 2015. Tout le monde a compris qu'on avait changé de monde. Le narcotrafic, malheureusement, je m'aperçois qu'il va peut-être falloir quelques années. Alors, c'est le pari de ce débat. On rentre dans le détail, on prend la deuxième mesure. La deuxième mesure qui pose un vrai problème, c'est le dossier coffre. Procès verbal distinct permettant de stocker des informations recueillies via des techniques spéciales d'enquête. Là encore, supprimé en commission. Oui. Le lobby des avocats a-t-il fonctionné, Madame Maître Mouchot? Oui, mais non, j'ai évidemment ma casquette de députée et vous savez, Non, mais parce qu'ils ont le droit aussi de se défendre les droits de la défense, les avocats. Vous avez raison, mais je ne suis pas toujours d'accord avec les avocats, ils me le rendent bien aussi. Non, là encore une fois, je comprends l'objectif qui est poursuivi et qui est légitime. De se dire que dans l'usage de techniques d'enquête spéciales, il peut y avoir des informations recueillies qui devraient être confidentielles par nature parce qu'elles mettent
en danger l'intégrité, la vie physique de quelqu'un. On peut prendre un exemple notamment d'un enquêteur. Voilà, vous avez la sœur d'un narcotrafiquant qui, on l'imagine, accepterait de donner les coordonnées, le domicile du suspect, et donc permettrait des micros et une mise sur écoute non-stop du suspect. Si jamais on sait que cette personne a été une aide, un indique, on la met en danger. Donc c'est sorti du dossier. En quoi c'est un problème ? Alors, c'est d'abord une solution avant d'être un problème. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que moi, je comprends l'objectif poursuivi par la mesure, par le dispositif, sur le plan de la sécurité des personnes. Et, ce qui est un objectif très élevé. Protection des sources. Oui, qu'on peut mettre au même niveau que les droits de la défense, à mes yeux. On peut le mettre au même niveau. Le problème de ce texte, en général, c'est que c'est une proposition de loi et qu'elle a été écrite par des sénateurs, que ce n'est pas un projet de loi écrit par le gouvernement avec un avis du Conseil d'État, une étude d'impact qui permet de l'écrire différemment. Et donc on s'est retrouvé avec une mesure franchement disproportionnée, mal rédigée, où les recours n'étaient pas tout à fait précis, ou même la manière dont on scellait ce rapport confidentiel. C'est quand même un élément qu'on enlève de la procédure, hein. Ça veut dire quoi concrètement pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas habitués des prétoires ? Quelque chose qui n'est pas versé au débat, qui ne sera pas débattu dans le cadre d'un procès. Et il était. Ça veut dire que l'avocat n'a pas les éléments. Personne ne voit. Mais du côté notamment de l'avocat et de son client. On est aveugle dans cette procédure. Donc ça pose question. Une partie de la procédure. Vous allez pouvoir parler. Antoine Léaumont, vous serez contre aussi. Donc là, ça fait deux mesures. Moi, je ne trouve pas de majorité. J'ai pas de désaccord avec le fait, par exemple, d'anonymiser les personnes, et notamment, par exemple, les enquêteurs. Il y a un débat qui est posé, parce que ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui le dit, mais la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Je crois que c'est l'article 15, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a une question qui est posée à partir du moment où on parle de fonctionnaires d'État, mais néanmoins, moi, je suis pour protéger la vie des enquêteurs. Il ne peut pas être question de mettre en danger les enquêteurs, il ne peut pas être question de mettre en danger des sources. Et cette question de l'anonymisation, disons, de faire en sorte que les gens soient protégés, ça, je pense que ça peut mettre tout le monde d'accord. La question qui est posée avec le dossier coffre, on est sur tout à fait autre chose. Et soyez bien pédagogue. Par ailleurs, particulièrement avec le fait on va rajouter potentiellement des techniques spéciales d'enquête, comme le déclenchement à distance des téléphones. Ça c'est une mesure qui est contenue. Ça, c'est une mesure possible aussi dans le texte, mais qui a été, je crois, conservée pour l'instant. Conservée en commission des lois. Si je grossis le trait, c'était pas tout à fait ce qui pourrait se produire, mais je grossis le trait. On pourrait donc déclencher à distance un téléphone, faire des écoutes téléphoniques, verser ça dans un dossier qui serait un dossier mis à part en disant bon bah voilà, globalement on a obtenu des informations. Et précisément la question est de savoir si les avocats vont pouvoir avoir le droit de questionner la manière dont sont obtenues les informations pour savoir si elles sont bien légales. C'est ça le sujet qui est posé en matière de droit de la défense. Il y a ce qu'on appelle en droit de la défense l'égalité des armes, c'est-à-dire que la défense doit pouvoir défendre de manière égale. Ça veut dire que les techniques spéciales des enquêteurs qui sont cachées par ce procès-verbal distinct pourraient être illégales ? Alors vous voulez une loi illégale, c'est possible. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on pourrait ne pas savoir exactement comment ont été obtenues un certain nombre d'informations. Oui. Or, en droit, ce qu'on a le droit de faire aussi, et précisément c'est là qu'on va rejoindre la question des nullités, c'est qu'on a le droit de faire annuler des pièces lorsque on estime qu'elles ont été acquises d'une manière qui n'est pas respectueuse de la loi. C'est ce que vous disiez sur la question de la procédure pénale, mais pour aller jusqu'au bout, il y a un peu cette idée d'une complexification de la procédure pénale. Par ailleurs, je tiens à signaler qu'en général, c'est pas nous qui rallongeons ni le code pénal, ni le code de procédure pénale. Mais néanmoins, il y a une question, moi, qui me semble posée pour alléger le travail des enquêteurs sur la procédure pénale, mais qui est un truc tout simple, qui est faire en sorte qu'ils aient des logiciels qui fonctionnent. Parce que là, pour l'instant, c'est même pas le cas. Le logiciel de rédaction des procédures pénales de la police nationale ne fonctionne pas. Ça fait 8 ans que le problème est sur la table. Et maintenant, il va falloir le régler. Et d'ailleurs, nous, on a fait adopter un amendement. Nous, avec la France Insoumise, on a fait adopter un amendement sur le sujet pour avancer sur cette question des logiciels de rédaction. Je précise, parce que c'est assez technique, sur ces fameuses chiffrements, sur les dossiers coffres, les procès-verbales qu'on enlève de la procédure. Qu'en fait, c'est les moyens avec lesquels on a obtenu l'information qui ne sont pas connus, mais l'information, elle est connue, du suspect et de son avocat. Expliquez-nous, Grégory Joron, qu'est-ce qu'il s'agit précisément de garder secret ? Les techniques spéciales d'enquête, c'est-à-dire... Exemple.
Non, pas exemple, du coup. Mais non, mais en fait, globalement, comment techniquement... Les heures d'écoute, on pose des micros dans des appartements. En fait, les moyens... Le nom des indiques. Non, pas ça. Vraiment, ne serait-ce que la technique d'abord. Comment on arrive à mettre un mouchard, comment on le met, comment on le suit, à quelle heure on le suit, etc. C'est quand même particulier parce qu'en fait, si vous voulez, moi, le dossier Coffre, ça me fait penser à ceux qui sont contre la vidéosurveillance dans la rue. Vous voyez, je pense que ça va embêter que ceux qui sont concernés, en fait. Moi, vous pouvez me filmer dans la rue toute la journée, ça ne m'embête pas, puisque je pense que ça prouve d'ailleurs, et ça amène quand même une certaine forme de sécurité. Je pense que d'ailleurs, Madame la députée n'est pas opposée à la vidéosurveillance. Qui est-ce que ça va gêner, le dossier Coffre, en fait, clairement? Ça va gêner qui? On est juste les en train... avocats. Non, mais et les principaux suspects. Non, mais voilà. Donc, en fait, on est juste en train de dire qu'on veut protéger l'enquête et les enquêteurs, c'est-à-dire protéger l'enquête. Comment on fait pour essayer d'éviter que les trafiquants soient au courant des techniques spéciales d'enquête des policiers ou des gendarmes qui permettent de les incriminer. Je veux dire, c'est juste ça, en fait. Et ensuite, comment on protège les enquêteurs? Ça a été dit, c'est l'anonymisation, parce que c'est un vrai sujet. Et j'en reviens à la menace du narcotrafic, parce que demain, on a déjà des policiers, déjà des surveillants de pénitentiaire, bien sûr, déjà malheureusement des magistrats. Et si on ne fait rien pour protéger les enquêteurs, on va avoir un vrai sujet. Donc le dossier Coffre, pour moi, j'ai juste ce regard-là. J'entends les droits de la défense, évidemment. Est-ce qu'il réussit à plaider et à vous convaincre, Madame la députée? Très bien, mais en vérité, on est en phase. Je ne suis pas gênée, c'est pas le terme. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des mesures, des dispositifs qui tiennent la route, qui soient solides juridiquement. Bien sûr. Qui ne soient pas contestés après. Il y a beaucoup de mesures qui ne sont pas contestées. Le parquet spécialisé, ça va passer. Il y a d'autres contestées, en tout cas, moins. Je sais, mais il y a une majorité dans cet hémicycle, mais ça coince quand même beaucoup plus qu'au Sénat. Si je suis pour. C'est vrai. Mais vous comprenez qu'on est à la recherche permanente. On est à la recherche permanente d'équilibre. C'est ça qui fait tenir les procédures. Donc, comment on fait pour que la sécurité des enquêtes soit assurée? Et bien sûr qu'il faut aller vers les nouvelles technologies, bien sûr qu'il faut se poser la question du dossier Coffre, mais comment on fait pour que le principe du contradictoire, les droits de la défense aussi tiennent la route? Parce que sinon, c'est la censure derrière. Oui, j'ai bien compris. Du Conseil constitutionnel. Et il sera saisi, ça, c'est sûr que si ce n'est pas constitutionnel. D'un mot, Delphine Sabatier, on va parler des super prisons pour les super narcos, si j'ai envie de... pour utiliser les narco-prisons, dans un instant. Mais c'est vrai qu'il y a le renseignement algorithmique qui est passé, la possibilité d'activer à distance les téléphones, tous les objets connectés. C'est quand même assez nouveau. Et ce que j'entends, ça fait écho à tous les sujets que je suis, moi, dans le numérique, c'est qu'on se dit finalement, il n'y a pas eu de consultation des acteurs, des experts pour rédiger un texte qui va être efficace, applicable. Enfin, c'est ce que j'entends. Il y a eu quand même un rapport sénatorial à l'origine de la proposition de loi. Oui, mais vous voyez, les ministres ont saisi le Conseil d'État sur un certain nombre de dispositifs et le Conseil d'État a rendu des avis en disant d'accord, très bien, mais il faut encadrer. Alors justement, le Conseil d'État, il a encadré la dernière mesure dont on va débattre et qui remet d'une certaine façon en cause l'état de droit. C'est le nouveau régime carcéral d'isolement. Il a été rajouté dans le texte par un amendement de Gérald Darmanin, des quartiers de haute sécurité dans 2 prisons regroupant les criminels les plus dangereux. Explication Clément Perrault. Gérald Darmanin a promis une ouverture pour le 31 juillet. La première prison spéciale pour narcotrafiquants sera installée dans le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Créée en 2015, cette prison moderne est surnommée la Forteresse. C'est ici qu'est notamment détenu Salah Abdeslam. Les 100 plus gros narcotrafiquants du pays seront mis à l'isolement total. Le ministre de la Justice, par un amendement au projet de loi étudié cette semaine, veut leur imposer des conditions drastiques. Il ne s'agit pas simplement d'une prison, mais d'un nouveau régime de détention, beaucoup plus strict. Cette prison est extrêmement originale, c'est un changement radical dans la façon de fonctionner de l'administration pénitentiaire, puisque vous aurez compris que ce n'est plus simplement des détenus pour peine qui auront été condamnés définitivement qui seront ici, mais aussi des gens en détention provisoire, comme c'était le cas de M. Amra lorsqu'il était en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Évreux. Concrètement, si le ministre obtient ce qu'il veut, les détenus seront privés de promenades collectives, privés aussi d'accès aux unités de vie familiale. Les communications téléphoniques se feront par cabine, depuis la cellule, et limitées à 2 heures, 2 jours par semaine. Le dispositif de séparation physique lors des visites au parloir sera obligatoire, tout comme les fouilles à nu après tout contact avec l'extérieur.
Enfin, la mise à l'isolement sera renouvelée tous les 2 ans au lieu de tous les 3 mois. Dans un autre amendement au projet de loi, Gérald Darmanin veut aussi généraliser l'utilisation de la visioconférence lors de la conduite des enquêtes. Les détenus qui doivent être interrogés le seront sans sortir de la prison afin d'éviter les risques liés au transfert. À terme, ce sont 700 détenus qui seront soumis à ces conditions de détention dans cette prison et dans celle de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne. Voilà, et on sent bien que l'évasion de Mohamed Amra est aussi derrière ces amendements pour éviter des évasions de ce type. On fait ces super prisons, super narcos. Grégory Joron, il y a quand même une volonté d'être révolutionnaire et très dur, je reprends les mots du garde des Sceaux, avec tout ce qui a été listé sur l'isolement, les 2 ans, les cellules individuelles, la privation de promenade, bref, faire en sorte qu'il n'y ait presque aucune possibilité de communiquer avec l'extérieur. C'est nécessaire ? Mais c'est l'écart qui fait bizarre. C'est-à-dire que, en le disant, ça veut dire que tout ce qui est proposé là n'était pas fait avant. C'est quand même très particulier quand on est ou suspecté ou incriminé d'être un délinquant du haut du spectre, notamment dans le narcotrafic, et quand on sait tout ce que ça génère comme criminalité autour, trafic d'armes, etc. On commandite des assassinats depuis sa prison. C'est quand même très particulier de se dire que ces gens-là étaient finalement pas traités comme ça. Moi, c'est ce que je vois. Donc il était temps. Oui, et évidemment qu'un Carville vient forcément entrechoquer tout ça, puisqu'on a aussi changé de monde, malheureusement, quand mes collègues des services de surveillance pénitentiaire ont été confrontés à ce qui s'est passé. Donc la visio, notamment, parce que c'est pour eux un cheval de bataille. Je me fais l'humble porte-parole de mes homologues de FO Justice. C'est évidemment visioconférence pour éviter la mise en danger inutile des agents par rapport à des individus dangereux. Vous voterez toutes ces mesures pour ces prisons très spéciales, bien finalement, ça va être mis en place parce que c'est une nécessité. Oui, c'est une nécessité, nous n'avons pas le choix. Tout le monde sait que les prisons, aujourd'hui, nos établissements pénitentiaires classiques sont des passoires. Des passoires. Vous avez des détenus, aujourd'hui, narcotrafiquants qui, depuis leur prison, ont installé des bureaux où ils peuvent continuer à instruire leur trafic, vous voyez, à distance, ils ont des téléphones, ils peuvent continuer à faire pression sur des témoins, ils peuvent menacer des familles, ils peuvent commanditer des crimes. Ce n'est pas acceptable. Donc isolement maximum. Vous savez ce que dit la contrôleuse des prisons, Dominique Simoneau ? J'imagine bien. Elle dit qu'on fabrique les fous comme ça. Et la récidive. Qu'est-ce que vous répondez ? Mais attendez, nos prisons aujourd'hui sont déjà des boîtes à récidive, qu'on se le dise. Donc imaginez, mais oui, malheureusement, pour des tas de raisons, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, mais aujourd'hui, on parle d'individus qui ne sont pas des enfants de cœur. Donc on a besoin effectivement de ce système carcéral plus strict, beaucoup plus strict. Pourquoi ? Pour couper les têtes de réseau. On parle de trafic ici qui sont très Donc pour les détenus condamnés du haut du spectre, y compris pour ceux qui attendent leur jugement et qui sont en détention provisoire. Mais oui, bien sûr, tout aussi dangereux, parce qu'ils sont tout aussi dangereux. Tout aussi dangereux. Vous aurez le mot de la fin, vous voterez contre, j'imagine. On votera contre, et je sais que désormais dans notre société, et c'est malheureux, c'est difficile de convaincre sur la base de la question des libertés. Donc je vais parler de la question de l'efficacité. Moi j'estime que ces prisons, elles font courir un danger au personnel pénitentiaire qui est un danger majeur. Pourquoi ? Parce que quand j'en ai parlé avec M. Darmanin qui m'a reçu au ministère de la Justice, il m'a dit non mais on va travailler pour faire en sorte d'éviter les mécanismes corruptifs à l'intérieur de la prison. Et j'ai posé une question à laquelle j'ai pas eu de réponse. J'ai demandé à l'extérieur de la prison, il y a quoi qui est prévu exactement ? C'est-à-dire, les narcotrafiquants, il faut voir leur comportement. La corruption, elle passe pas seulement par l'argent, elle passe par la menace sur eux et la menace sur les familles. Donc, qu'est-ce qui va être prévu pour que quand les personnels pénitentiaires vont sortir de la prison, retourner chez eux, qu'est-ce qui va être prévu pour les protéger, pour faire attention à eux ? Parce que là, on est en train de concentrer. En tout cas, pour les suspects, pour les condamnés, il n'y aura quasiment aucun contact avec les familles. Tout ça est très strictement regardé dans les parloirs. Il faut comprendre que ce qu'on est en train de faire, c'est concentrer au même endroit une capacité corruptive qui est une capacité corruptive gigantesque. Et ça, j'ai l'impression que, à part le côté on va faire les forts, on va montrer les gros bras, etc., cette partie-là m'a l'air d'être mal prise en compte. On parle de profil comme Mohamed Amra. Moi, j'ai aucun état d'âme. On s'arrête là. On voit vraiment bien les lignes de clivage. On a essayé d'être le plus clair possible sur les différentes mesures qui encadraient, adaptaient l'état de droit. On verra leur devenir dans l'hémicycle, majorité ou pas. En tout cas, le Conseil constitutionnel sera saisi, c'est sûr, et aura son mot à dire. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau d'LCP.